Bon, je dis que je vous remercie beaucoup pour votre brillante intervention. Le docteur nous a donc fait un bon exposé. Mais moi, je voudrais aussi poser deux questions pour essayer de comprendre un peu. C'est surtout par rapport aux semences. Bon, il nous a dit qu'ils ont 236 semences améliorées, dont 97 sont commercialisées actuellement. Bon, je voudrais savoir, est-ce que la commercialisation de ces semences ne va pas créer un système de dépendance du paysan par rapport à cette fourniture de semences? Bon, parce que celui qui conditionne ces semences, qui les vend, il va fixer son prix et chaque fois donc qu'il n'est pas satisfait de l'offre du paysan qui a un faible revenu, alors il peut bloquer ces semences et le paysan va se retrouver alors sans semences. C'est la première question. Bon, la deuxième question, je voudrais savoir, bon, est-ce que également ces semences ne sont-elles exemptes d'OGM? Parce que nous avons beaucoup de soucis par rapport à ces OGM-là. Ensuite, y a-t-il des garde-fous de protection pour les semences locales pour éviter leur disparition? Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Dr Ngongi, vous voulez bien répondre à ces interpellations? Merci beaucoup. Chers participants, pour ces questions très pertinentes. Tout d'abord, la production de semences que soutient l'AGRA est basée localement. Comme je l'ai dit, ce sont des sociétés locales qui sont dans l'agroécologie, qui travaillent pour l'intérêt des paysans. Alors évidemment, si vous devez payer les semences, si vous voulez investir dans les semences qui sont produites chaque année. Mais il existe des récoltes. Beaucoup de récoltes d'Afrique n'ont pas de semences. Souvent, beaucoup de plantes, celles qui sont pollinisées pour tous les légumes, le sorgho, le mil, ça, ce sont des variétés pour lesquelles, des récoltes pour lesquelles vous pouvez garder les semences pour la semence suivante. Sinon, vous devez les remplacer. Si vous devez conserver des semences, mon expérience au Sahel, au Ghana, même le taux de germination est tellement faible qu'il vous faut planter plusieurs fois pour pouvoir vous assurer que vous avez une bonne récolte. Alors, est-ce que ceci ne vaut pas l'investissement d'acheter des semences de bonne qualité qui vous donnent 3 ou 4 tonnes par hectare, au lieu d'avoir des semences qui ne sont pas garanties, avec un taux de germination faible, qui vont vous donner au maximum 1 tonne métrique par hectare? C'est là un choix que doit faire le paysan. Et un paysan est un entrepreneur dynamique, c'est quelqu'un qui investit sur son morceau de terrain. C'est une question de temps, de travail et de votre propre petit capital. Vous devez également avoir un bénéfice là-dessus. Alors, il est clair que les variétés hybrides posent beaucoup plus de problèmes à un paysan pour ce qui est de l'achat régulier. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas lié à un marché, vous n'en vendez pas, vous ne faites pas de bénéfices, là vous avez de gros problèmes. Mais si vous le vendez, alors vous avez un vrai problème. Parce que là, vous investissez pour avoir un rendement plus élevé. Alors pour les OMG, les OGM, l'AGRA ne soutient aucun travail qui concerne les OGM. Là, on l'a dit clairement. Il s'agit d'un programme, d'une technologie qui doit être véritablement aux mains des gens qui le contrôlent. Le gouvernement doit avoir une législation qui fasse en sorte que l'on puisse contrôler ce qui pourrait poser un problème potentiellement aux agriculteurs. Je suis moi-même
un scientifique de l'agriculture, un agronome. Et il y a de nombreuses années, quand ils sont venus avec des gènes terminaux, et qu'on a mis ça dans l'esprit des gens que les sociétés semencières peuvent contrôler la capacité des paysans à utiliser les semences. Et ça pose d'énormes problèmes dans le monde. Ces sociétés même regrettent d'avoir mis sur le marché, ou d'avoir même proposé d'avoir mis sur le marché, de proposer de mettre sur le marché ces semences terminales. Alors, ce qu'on apprend dans les universités nationales, on a des étudiants qui viennent avec des connaissances pour faire de l'élevage conventionnel. On ne soutient aucune recherche sur la génétique, les organismes génétiquement modifiés. Alors, pour l'autre question, il nous faut maintenir la biodiversité pour veiller à la sécurité alimentaire future de nos pays. Chaque paysan doit être en fait un artisan de la biodiversité. Le pays doit avoir une banque de gènes avec des systèmes de conservation, de banques de gènes vivants où l'on protège cette diversité. Alors l'AGRA a un petit programme, un de nos dirigeants, un de nos responsables pays au Mali, a une telle formation, les banques de gènes vivants. Et ce que nous finançons actuellement, c'est la création d'installations de stockage à froid qui vont améliorer les capacités des centres de recherche de détenir une grande variété de matériel génétique. Parce que si on perd cela, c'est perdu. Et c'est très difficile de remplacer ce qu'on a perdu. Donc nous sommes d'accord avec vous que cela est un domaine très important pour l'investissement à l'avenir. On travaille avec un système avec ICRISAT, surtout pour les pays sahéliens. Et c'est là que d'ailleurs nos bureaux se situent, pour veiller à garantir l'accès à ce matériel. Monsieur, est-ce que vous voulez réagir encore ou est-ce que vous êtes satisfait de la réponse que vous avez eue? Très bien, merci. Voilà. Je prends ça. Voilà, je vous remercie. Et mon nom c'est Omer Agoligan, je viens du Bénin. Je suis agriculteur de profession et membre du syndicat national des paysans du Bénin qu'on appelle la synergie paysanne. Bon, je remercie le docteur et j'ai quelques questions à poser. Et j'aimerais savoir comment est-ce que AGRA définit la souveraineté alimentaire. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est par rapport à la durabilité de AGRA. Et avec les difficultés des choses là, dans les pays du Nord, s'il arrivait que ceux qui soutiennent AGRA suspendent les financements, comment est-ce que la suite peut être quoi? La suite de AGRA. Et la question qui suit, c'est par rapport, parce que j'ai vu ça en anglais, mais je n'ai pas entendu le docteur dire ça, et j'ai vu quelque part, parce que je ne suis pas anglophone, on a parlé des petits agriculteurs et après j'ai vu agrobusiness. Est-ce que ça veut dire que par la suite, ces petits agriculteurs peuvent devenir des agrobusinessmen? C'est une question. Ou bien que, comme on l'a vu ailleurs, est-ce qu'avec leur dynamisme, certains ne vont pas évoluer parmi eux et supplanter les autres et devenir des agrobusiness? Et comme on l'a aussi vu, pour éliminer les autres, quoi. Parce qu'on a vu que l'agriculture conventionnelle, ça a été toujours une compétition où les plus forts ont éliminé les plus petits. Bon, donc, l'esprit de développer les petits agriculteurs, je vois que ça m'énuise, quoi, à travers vraiment cette agriculture conventionnelle. Je vais aller très rapidement, peut-être c'est la dernière question. C'est par rapport toujours à l'agriculture conventionnelle qui utilise des engrais chimiques et tout ça. Pendant combien de temps on peut espérer encore avoir suffisamment de pétrole pour que cette agriculture conventionnelle puisse continuer à vivre? Je peux m'arrêter là notamment. Thank you very much. Merci beaucoup. Encore une fois, je crois que
Il y a là 4 questions très intéressantes. Vous avez la parole, professeur Ngongi. Merci beaucoup pour ces questions qui sont très intéressantes, qui sont tout à fait pertinentes. Alors, la souveraineté alimentaire, dans un monde idéal, chaque pays devrait être autosuffisant au plan alimentaire. Il y a beaucoup de nourriture que l'on consomme actuellement en Afrique et qui ne font pas partie de nos habitudes alimentaires, mais qui le sont devenus. Il nous faut donc aborder le problème de la sécurité alimentaire pour la grande partie de notre population lorsque c'est possible. Et je crois que dans la majeure partie des pays africains, cela est possible, c'est-à-dire garantir que la majeure partie de la nourriture produite et consommée l'est dans notre pays. Alors, la souveraineté alimentaire ne veut pas dire qu'on va se mettre en isolation par rapport aux autres pays, en isolement. Il y a des capacités dans d'autres pays. On doit considérer l'agriculture comme un secteur dynamique. On doit pouvoir voir que le paysan n'est pas statique et il ne fait pas simplement les choses parce que ses ancêtres le faisaient avant lui, mais il doit pouvoir être beaucoup plus dynamique. Il doit pouvoir faire introduire des changements et changer le système. Et je pense qu'aujourd'hui, le manioc est devenu véritablement une culture qui est passée du fourrage à la culture de fourrage à la culture alimentaire. Donc je pense qu'on peut lier cela aux des systèmes qui donnent cette capacité avec l'agrobusiness. Alors, l'agrobusiness veut dire que on l'approche à partir de la production, c'est la transformation, vous allez sur le marché. Il y a d'autres utilisations. Vous n'êtes pas simplement un producteur de produits primaires. Il y a différentes échelles, si vous voulez. Je pense que la crainte, c'est toujours que les petits vont disparaître. C'est pourquoi vous dites, nous disons qu'il faut une autre révolution que la simple révolution verte. Il faut une révolution sociale. Les systèmes de protection qui puissent assurer que les gens ne subissent pas de manière négative l'adoption de ces technologies. Ce qu'on n'a pas utilisé jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Les gens qui viennent d'ailleurs pour acheter des terres en Afrique. Alors, s'ils ne voient pas l'avantage qu'il y a à investir en Afrique, ils ne le feraient pas. Ce qui veut dire qu'ils veulent utiliser nos talents, nos terres, nos propres ressources pour pouvoir produire, non seulement pour nos propres marchés, mais également pour les marchés à l'exportation. On doit pouvoir conquérir des marchés d'exportation au lieu que l'Afrique soit le territoire conquis des produits, pour les produits des autres. Alors, la durabilité, la viabilité d'Agra. Alors, je vais vous dire que l'Agra est censé aider, déclencher une révolution verte en Afrique. Mais on n'est pas le ministère de l'Agriculture de l'Afrique. Alors, il faut tout de suite que ce soit clair. Nous ne prétendons pas être les ministres de l'Agriculture de l'Afrique. Notre problème, c'est comment aider des systèmes agricoles qui soient durables, qui vont faire passer le petit exploitant paysan à un autre niveau. Si on peut faire cela, alors cela, le rôle de l'Agra sera terminé. Alors, c'est de mettre 50 pays sur la voie de la révolution verte d'ici 2020. Alors évidemment, ici on a pris connaissance, actuellement les ministères ont compris l'importance de l'agriculture, des petits paysans, et ils le font à travers des législations nationales qui veillent à ce qu'au moins les 10% qui sont rendus obligatoires par la politique du CADEP de l'Union africaine, que les gens puissent avoir un secteur agricole donc plus dynamique. Mais l'Agra ne doit pas se poursuivre indéfiniment. Et nous voulons simplement nous assurer que nous contribuons à ce changement. Le dernier point, c'était concernant les engrais et la question de l'énergie fossile. Alors, heureusement, on a une surproduction de nitrogène dans l'atmosphère, d'azote dans l'atmosphère. Et cette capacité peut être améliorée pour avoir beaucoup plus d'azote.
on peut produire. Il y a des cultures qui laissent beaucoup d'azote dans le sol. Alors, là où on a fait, je crois que ce sont les pois chiches, le soja peut laisser 150 kg par hectare. On peut donc augmenter l'apport d'azote dans le sol. Le niébé, 50 kg à l'hectare. Donc il y a également beaucoup de domaines de recherche à travers lesquels on peut améliorer l'utilisation de l'azote naturel. Merci. J'invite les dames également à intervenir dans le débat. Y a-t-il des questions que les dames aimeraient introduire dans le débat? Yes, please. Yes, yes. We need again micro. Maybe, madame, you can hear. Oui, madame, approchez-vous. Parce que sinon, vous allez devoir chercher un micro baladeur. Je prie que Dieu nous aide. Je ne vais pas poser une question longue. Ma question concerne le sujet d'engrais. L'AGRA a parlé de la destruction, l'érosion de la terre. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que ce n'est pas les engrais chimiques là qui sont en train de détruire la terre? Et est-ce que dans ce cadre-là, l'AGRA a fait une réflexion sérieuse comment, en tout cas, avoir des engrais naturels africains et aussi qu'est-ce que les femmes peuvent faire dans ce cadre-là, quoi? La contribution des femmes par rapport aux engrais naturels. Ouais, engrais organiques en Afrique, quoi. En raison de contraintes horaires, j'aimerais voir s'il y a d'autres questions et qu'on puisse toutes les récupérer et qu'on y réponde tout en même temps. Tout d'abord, j'aimerais remercier Madame, Monsieur de l'AGRA pour sa présentation. Mais on a travaillé avec le gouvernement du Ghana. Vous avez travaillé avec le gouvernement du Ghana pendant un bon moment. Et le problème auquel on est confronté en matière de politique, récemment, il y a eu le programme de la Commission agricole du Ghana pour acquérir des terrains et faciliter l'appropriation de ces terres par des agriculteurs privés. Alors, ce sont des paysans. Alors, pour qu'ils passent d'un niveau de l'agriculture de subsistance à une agriculture plus élaborée. J'ai eu la chance de travailler vers l'an 2000 avec vous. On a eu accès à la préparation des terres, aux engrais, etc. On a travaillé avec les chercheurs à cette époque. Alors, même les niébés manquaient. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Mais c'est une question de politique. J'aimerais savoir quel rôle pourrait jouer l'AGRA pour travailler avec les petits paysans, pour instaurer un dialogue avec le gouvernement. Parce que si vous nous enlevez ce privilège, nous allons perdre notre enthousiasme. La question de la sécurité alimentaire, également les questions d'emploi pour ces petits paysans vont être réduites. Il semble que en fait, ce qui se passe, c'est que les programmes ou les stratégies consistent à apporter quelque chose à ceux qui donnent des services aux paysans.
Agra a vu la différence entre le paysan qui mettait son porridge dans un grand bol. On aimerait voir un paysan qui a des ressources financières et qui puisse orienter le programme. Hein, c'est ça, plutôt que nous ne fassions que réagir et nous conformer à des programmes venus d'ailleurs. Bien, merci beaucoup. Une dernière question, parce que demain également nous aurons le temps d'aborder des questions plus techniques. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à poser des questions d'ordre plus général quant aux politiques. Et je ne prendrai plus qu'une autre question, qu'une seule autre question. Vous voulez le micro? Oui, allez-y, vous avez la parole. Nous avons beaucoup élucidé. Et ma question, c'était deux, mais une a été déjà posée par le camarade béninois et j'étais satisfait par la réponse. Maintenant, ma deuxième question, c'est par rapport aux semences. Est-ce que les semences concernent seulement les produits agricoles ou bien le secteur de l'élevage? Parce que les gènes par rapport à la reproduction des animaux, ça aussi c'est une question de semences entre guillemets, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez, je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Ngongui, si vous le permettez, j'aimerais ajouter une question et qui, dans la gouvernance de Accra, comment est-ce que la voix des petits paysans se fait entendre? Avez-vous un système par lequel vous obtenez un dialogue systématique? En fait, comment est-ce que vous organisez vos débats avec eux, de sorte que ce que vous faites soit fondé sur les besoins des petits paysans? Merci pour ce nouveau jeu de questions et de préoccupations. La question générale des engrais, j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Mais ce qu'on fait en Afrique, pour pouvoir mettre en valeur les dépôts locaux de phosphate. Il y a beaucoup de gisements de phosphate. Il nous faut donc transformer cette roche phosphate en quelque chose qui puisse venir en appui à l'agriculture. C'est comme l'azote de l'air, mais ça demande beaucoup de travail pour pouvoir faire de la production de légumes en rotation. Mais le phosphate peut être transformé en engrais qui puisse être utilisé par les paysans à partir des roches phosphatiques du Mali qui couvrent une énorme superficie du pays. Alors, les préoccupations sur l'agriculture commerciale au Ghana, c'est un débat qui a lieu depuis pas mal de temps déjà. Le gouvernement dit, et il a peut-être raison, qu'il dépense 500 millions de dollars par an en engrais. Et ils aimeraient utiliser le nord du Ghana comme un grenier pour une stratégie du riz, pour le riz, avec des paysans à exploitation de taille moyenne, mais le gouvernement travaille avec la Banque mondiale. Et il travaille avec l'AGRA sur les petits paysans pour développer des programmes au nord du Ghana. Mais il y a quelque chose je vous invite à y participer. C'est le débat sur les notes de politique
Et sur les programmes de développement, on est dans le nord du Ghana. Mais je dois dire ici que l'agriculture commerciale ne doit pas être interprétée comme étant quelque chose qui signifie l'agriculture à grande échelle. En fait, l'agriculture commerciale est liée à un système de commercialisation. Donc, si c'est une question d'interprétation, il faut que l'on intègre les petits paysans dedans. Je viens de la réunion de Davos, où on a également discuté d'agriculture. Le président Kikwete était là et il a fait une présentation sur l'approche qu'ils ont en Tanzanie. Ils ont dit qu'il y a la place pour les petits paysans, les moyens paysans et les gros paysans. Et celui qui est loué, qui est en fait appuyé par les fermes 3,8 produisent 3,8 tonnes par hectare, alors que les autres en produisent 7,8. Et donc, ce n'est pas incompatible. Il s'agit de trouver des liens pour pouvoir protéger les intérêts des petits paysans. Je pense que c'est de cela dont on a besoin dans tous les pays. Alors, les services d'appui qui semblent faire gagner plus d'argent que les producteurs. En tant que paysan, je dépends des services d'appui et j'aimerais gagner plus que les prestataires de services. Voilà. Mais il faut que la productivité paysanne augmente. À ce moment-là, c'est eux qui seraient qui donneraient le ton. Mais ces prestataires de services sont nécessaires pour les engrais, ils sont nécessaires également pour les intrants, mais également pour que les productions soient commercialisées. Mais ils ne doivent pas être ceux qui bénéficient du développement agricole. Le paysan doit également récolter des véritables bénéfices de son travail. Alors pour les OGM, j'en ai déjà parlé, on fait tout ce qui est dans notre possibilité pour protéger une agriculture organique. Nous n'appuyons pas les OGM et nous n'allons pas le faire dans un avenir proche ou prévisible. Mais vous voyez, en science, on ne peut pas clore un débat. Ce que je peux dire, c'est que à ce jour, aujourd'hui, nous n'appuyons pas les OGM et on ne soutient aucun producteur de ces organismes. Alors, les gouvernements en Afrique commencent à prendre une législation de sécurité. Au Kenya, le gouvernement a adopté une telle législation, ainsi que le Ghana, le Burkina Faso. Et il y a de plus en plus de pays qui refusent en fait de s'engager dans ces programmes de production de semences génétiquement modifiées. Alors, pour ce qui est de l'AGRA et de sa viabilité, AGRA appuie les paysans. On a commencé très bas. On a commencé par la recherche plutôt que par le paysan. Mais heureusement, il y a 3 ans, on a commencé à faire des consultations. Et on a dit, on a des centres d'appui aux petits paysans, nos organisations de paysans, au sein de l'AGRA. On tient également des concertations avec les paysans pour échanger, ainsi qu'avec la société civile, qui sont très proches, des gens qui sont très proches des paysans. Lors de notre dernière réunion à Accra en septembre, on a créé un programme pour élargir et approfondir cette relation avec la société civile, c'est-à-dire les organisations paysannes. Il y a 2 mois, une équipe est allée en Tanzanie pour les paysans qui avaient un petit comité consultatif. Et il y a les paysans dans ce comité consultatif représentant les organisations paysannes. On est allé en fait en Tanzanie pour apprendre ce que leur grande société, leur grande association de producteurs paysans est en train de faire. On a également un conseil de partenariat à l'AGRA dans lequel tous nos principaux partenaires de développement, tous nos interlocuteurs dans le pays participent également, parmi lesquels vous avez des organisations paysannes. Alors ce n'est pas encore systématique, ce n'est pas encore au niveau où cela devrait être, mais nous avançons dans cette voie et je pense que si vous me posez la question l'année prochaine, je pourrai vous donner une réponse beaucoup plus complète sur ce qui s'est passé depuis cette dernière réunion de septembre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'en fait, nous avons fait un bon démarrage. Merci beaucoup
professeur Ngwangi pour ce débat très franc et très ouvert. Il y a beaucoup de problèmes qu'il nous faudra discuter plus avant, dans les 2 jours à venir, Alors, c'est avec ces paroles que je mets fin à cette séance. Nous allons déjeuner et je vous invite à revenir en salle à 14 h pile. Je vous en prie. Merci. Bon appétit. Bon. Parfois, hein, c'est...